Monsieur Gaston Bachelard, voici peu de temps est sorti aux presses universitaires de France un nouveau livre de vous appelé La poétique de l'espace. Et il vient se mêler à cette double production que vous faites depuis de longues années, l'une orientée vers les sciences et la philosophie, un peu difficile à saisir pour le grand public, et l'autre partie de votre production est plutôt une sorte de métaphysique de l'imagination. Comment se situe ce nouveau livre? Ce livre se situe dans la deuxième partie de mes ouvrages. Effectivement, j'ai fait jadis un livre où il y avait le mot espace dans le titre, la physique de l'espace, ou l'expérience de l'espace dans la physique contemporaine. Le présent livre est tout à fait différent. Il veut montrer que l'espace a des qualités de refuge, des qualités de protection, où l'homme va non pas tant penser que rêver. Par conséquent, c'est un ouvrage qui est dans la ligne de tous ceux que j'ai faits sur la rêverie poétique. Ces ouvrages ont commencé par l'eau et les rêves, l'air et les songes, la terre et les rêveries de la volonté. Il faudrait donc qu'il y ait ici encore un sous-titre qui indique qu'il s'agit de la physique, de l'espace physique d'un rêveur. Vous voyez ? Et c'est pour cela qu'il faut considérer ce livre-là comme un livre de philosophie un peu fantaisiste, où on ne démontre rien et où on essaie de suggérer quelques bonheurs de bien habiter sa maison. Vous voyez? C'est ça, et c'est en même temps, j'ai l'impression, une recherche qui vous rapproche du monde de la création poétique. Ah, nécessairement. Les documents que j'ai pris ne sont pas des documents personnels. Je ne suis pas un poète, et par conséquent, je ne pourrais pas, moi seul, habiter poétiquement un espace, même le plus heureux des espaces. Par conséquent, tous mes livres sur l'imagination, celui-là aussi, sont faits à partir de documents pris chez les poètes. Le mot poète est tout à fait général. Il y a des prosateurs qui sont naturellement de très grands poètes. Vous verrez par exemple dans ce livre de nombreuses références à un romancier que j'estime à mettre au premier rang, Henri Bosco. Alors naturellement, vous voyez, le mot poète doit être tout à fait élargi. Mais il n'y a dans ce livre nulle trace d'une pensée scientifique. Si vous voulez un peu regarder la table des matières, vous verrez qu'il s'agit évidemment d'une enquête qui est une enquête de sensibilité. C'est ça, mais vous terminez par des chapitres qui sont des réflexions plus générales à partir de ces études. Plus philosophiques, mais il n'en est pas moins vrai que ces réflexions ne doivent rien à la géométrie. Comprenez-vous? J'ai fait naturellement des livres. J'ai fait un livre, par exemple, sur la valeur inductive de la relativité. Naturellement, j'ai appris les théories d'Einstein aussitôt que j'ai pu. J'ai fait des cours sur la relativité, mais ici, il n'en est pas du tout question, n'est-ce pas? Et c'est l'espace. Ce n'est même pas l'espace, si vous voulez, des grands philosophes à la Malebranche qui nous parlent d'espace intelligible, des infinis. Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi. J'ai fait, si vous voulez, mon enquête pour montrer que les espaces, enfin la poétique de l'espace, est une poétique de l'habitation heureuse. C'est un livre optimiste. Par exemple, je vois dans quelques-uns de vos titres Maison Univers, le tiroir, coffres et armoires, nid, la coquille. Oui, mais vous lisez la table de matière à l'envers. Non, j'ai commencé par le commencement. J'ai commencé par montrer que la maison, la chambre, la maison c'est trop grand, c'est pas. La chambre était, si vous voulez, quasiment un corps
presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin, la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Ensuite, je suis venu, si vous voulez, à des espaces plus petits, mais qui sont valorisés. Alors les armoires. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme poésie d'armoire. Maintenant, évidemment, le mobilier américain qu'on nous présente ne correspond pas à cette poésie que je voudrais défendre. Une armoire, il faut qu'elle soit vieille. Il faut qu'elle soit ancienne, il faut qu'elle soit en bois, en chêne, enfin, qu'elle ne soit pas d'hier. C'est ça, une part de mystère. Mystère. De souvenir. Ou puis les cachotteries. Il n'y a pas de mystère sans cachotterie, n'est-ce pas? D'où le tiroir. D'où le tiroir, comprenez-vous? Seulement, alors, c'est si évident qu'on aime avoir, si vous voulez, une boîte particulière pour les lettres. Je ne sais pas si ça se fait maintenant dans votre génération, mais les roses fanées, madame. Les rubans. Il n'y a plus beaucoup de rubans. Il n'y a plus beaucoup de rubans. Il n'y a plus beaucoup de rubans. Non, bon. Alors, mais tout à l'heure, vous nous parliez des précédents ouvrages dans lesquels vous avez étudié, au fond, la matière, l'eau, la terre, le feu, et les imaginations que les hommes se faisaient à leur propos. C'est presque une cosmogonie. Vous vous rapprochez des Grecs, oui, volontairement? Ah non, pas d'antiquaillerie. Comprenez-vous, puisque j'étais professeur de philosophie, il m'a bien fallu parler des Démocrite, des Épicure, d'Anaxagore, n'est-ce pas? Tout cela, c'est de la lecture, qu'un professeur de philosophie doit imposer à ses élèves. Non, j'ai essayé de prendre cela dans une imagination actuelle. Quand j'ai fait mon livre sur l'eau et les rêves, les grandes lectures que j'ai faites sont les lectures des rêveurs d'eau. Mais nous disions tout à l'heure qu'il y avait au fond deux pôles à votre travail. D'une part, cette orientation vers la poétique dont nous venons de parler un peu maintenant, et d'autre part, les études plus scientifiques. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cet équilibre entre les deux? Non, c'est un déséquilibre, c'est pas... Pourquoi voulez-vous qu'on soit équilibré, hein? Non, j'ai peut-être eu, évidemment, des occupations très différentes, mais je les ai fort bien séparées. Précisément, quand j'en fais encore peut-être encore un livre scientifique, il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas de faire de la poésie, il s'agit d'enseigner, et d'enseigner d'une manière ainsi dure, rationaliste. Il faut évidemment, quand on est dans un enseignement scientifique, qu'on ne laisse pas divaguer les esprits et qu'on les oblige, qu'on ait une certaine puissance de conviction qui est une conviction raisonnée. Bon, voilà une occupation. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? La vie a fait de moi, à côté de d'un travailleur qui n'a pas ménagé sa besogne, il a fait de moi un rêveur. Vous voyez mon installation, le besoin de lire ce que je veux lire, de lire un jeune poète, si vous voulez, sans me préoccuper de sa célébrité. Je suis heureux de réfléchir, ou plutôt de rêver sur ce qu'il me propose. C'est tout. Justement, tout à l'heure, à propos de ce dernier livre, de la poétique de l'espace, vous disiez que c'est un livre qui exprime un bonheur. Ah oui, parce que... Est-ce que vous faites, je crois que vous le faites avec bonheur. On ne fait pas des livres avec bonheur, c'est toujours un peu difficile, n'est-ce pas, hein? Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas dans un livre. Hein? Quand un livre marche trop bien, c'est qu'il est mauvais. Comprenez-vous? Et si vous êtes devant la nécessité de faire un ouvrage, il y a des chapitres qui devraient mieux marcher. Oh non, quand on écrit, il faut tout de même avoir un peu de courage.